Rebonjour à tous. Je suis Florence Priouret, membre de Chapter Zero France depuis 2022 et ravie d'être la modératrice de ce webinaire sur le plan de transition, un webinaire donc, de Chapter Zero France et Deloitte, Deloitte étant un partenaire de la première heure de Chapter Zero France. Alors, quelques mots sur Chapter Zero France pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une association qui a vocation à aider les administrateurs à se mobiliser en vue de la transition euh, pour être en constituant un réseau de gouvernance climatique et qui se veut indépendant, français, mais avec une dimension internationale, puisque Chapter Zero France est membre du réseau des Chapter Zero qui sont implantés dans 71 pays. Donc, avec cette base qui permet un échange international très intéressant. Et donc, Chapter Zero a vocation à aider les administrateurs à apprendre, donc en faisant des publications, en donnant des outils et en fournissant des ressources, à permettre aussi et surtout aux administrateurs de se rencontrer pour pouvoir avoir des échanges entre pairs et notamment partager les meilleures pratiques, et puis agir et influencer à la fois dans les conseils, mais aussi avec les parties prenantes clés de l'écosystème en France. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christian Didier, qui est associé chez Deloitte et qui a une double expérience à la fois opérationnelle, vécue de l'intérieur dans un groupe de tout premier plan, et de consultant, ce qui lui donne une vision transversale. Alors, Christian, je vous laisse peut-être présenter un peu plus. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai créé et dirigé la première direction finance durable du CAC 40 et j'ai rejoint il y a un peu moins d'un an Deloitte. Et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises sur la définition de leur plan de climat, sur sa mise en œuvre et également sur le pilotage de leur performance extra-financière. Nous avons aussi Karine de Boissezon, donc, qui a aussi une double casquette d'administratrice de société et de Chief Impact Officer dans un groupe où le sujet de la transition est particulièrement important. Karine, voulez-vous compléter? Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à Chapter Zero. Donc, effectivement, je suis en charge de l'impact chez EDF. Donc, l'impact, c'est le nouveau nom de la direction du développement durable. Et puis, à noter, on vient de rejoindre la direction financière. Donc, on fait partie désormais d'une direction qui traite la performance, l'impact, investissement et finance. Et j'ai aussi récupéré les assurances et les relations investisseurs. Donc, je pense que c'est un élément aussi très intéressant par rapport à ce que la CSRD notamment nous amène à faire et la connectivité entre la finance et l'extra-financier. Et depuis 2021, je suis administratrice de Géodis avec, comme EDF, des enjeux importants dans la transition et en particulier le sujet du scope 3. Donc j'imagine nous parlerons quand on va parler des enjeux de plan de transition. Bien sûr. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du plan de transition aujourd'hui? Vous savez, la plupart d'entre vous, je pense que 6 des 9 limites planétaires sont franchies et déjà depuis 2022. Ces limites, elles représentent les limites à ne pas franchir pour éviter des modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Si on se penche plus directement sur la question du climat, limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce n'est pas seulement être net zéro en 2050, à atteindre la neutralité carbone en 2050, mais c'est aussi avoir une vitesse de réduction des émissions qui soit suffisamment rapide pour ne pas dépasser le budget carbone cohérent avec l'objectif de 1,5 degré. Et ceci est lié au fait que les phénomènes climatiques ont des boucles de rétroaction et des seuils de phénomènes irréversibles qu'il ne faut donc pas franchir, d'où cette urgence à agir. Donc sans transition, le monde n'existera plus ou sera très profondément et durablement perturbé. Ce n'est donc pas qu'un sujet réglementaire ou économique.
En termes de coûts, ben, le NGFS, le Network for Greening the Financial System, a bien publié des études qui montrent que plus on retarde la transition, évidemment, plus le coût des risques physiques est élevé. Et le coût de l'inaction climatique était estimé dans une fourchette de 3 à 30% du PIB mondial d'ici 2100. Et selon une étude que vous avez évoquée, Karine, lors de la préparation de ce webinaire, ce coût est évalué aujourd'hui par certains experts à 50% du PIB mondial. Et donc, même dans le scénario le plus conservateur, le coût du réchauffement climatique dépasse le coût d'atténuation. C'est ainsi qu'il faut arriver à préparer ces plans de transition. On peut peut-être, Christian, je vais vous laisser commenter quelques slides sur le coût économique hein, du changement climatique. Oui, alors c'est quelques stats qui rappellent vraiment, je pense que ce que tout le monde connaît autour de la table et derrière les écrans, le fait que le changement climatique est une réalité qui s'accélère. Donc vous avez ici quelques éléments sur les évolutions des températures en termes d'écart par rapport à la moyenne. Vous remarquerez qu'on est vraiment sur une logique d'accélération depuis l'industrialisation du monde au milieu du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle l'Anthropocène. C'est le moment où on a vraiment pu voir l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique au niveau planétaire. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui, quand on compare la dernière décennie par rapport à ce que nous connaissions au milieu du 19e siècle, on est sur une logique d'une hausse de température de l'ordre de 1 degré, avec des très grandes disparités entre continents, entre les terres et la mer, et une accélération évidente de ce réchauffement. L'impact du réchauffement climatique, bon, au-delà de la hausse des températures, c'est les événements aquatiques et météorologiques extrêmes. Donc, c'est-à-dire que nous sommes soumis, l'activité humaine est soumise à un plus grand nombre d'activités climatiques extrêmes qui ont du coup un impact sur la qualité de vie et sur la richesse des habitants. On est sur une logique de multiplier par 4 à 5 la fréquence des événements. Et quand des chercheurs nous donnent un ordre de grandeur sur le coût économique du réchauffement climatique, puisqu'on vient de parler à l'instant du coût de la transition, mais regardons déjà en termes d'impact financier immédiat du réchauffement climatique, vous voyez qu'on est sur un ordre de grandeur de x8 par rapport à une vision du monde telle qu'il était il y a 40 ou 50 ans. Donc en fait, les entreprises sont immédiatement frappées par cette accélération du réchauffement climatique. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on a 3 ordres de grandeur qu'il est intéressant d'avoir parce que ce sont 3 zones sur lesquelles le bilan ou le compte de résultat des entreprises est directement impacté. Un exemple parmi d'autres sur les risques physiques et leur impact sur les opérations. Quand vous regardez aujourd'hui les rendements agricoles, on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec une volonté d'investir massivement sur nourrir une population en forte croissance, donc un très fort investissement sur la hausse des rendements. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une baisse des rendements depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. 21%, c'est à peu près l'équivalent d'une décennie de progrès des techniques agricoles. On a quasiment perdu une décennie depuis 60 ans du fait du changement climatique. En termes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, vous avez une estimation qui dit que le coût économique des épisodes de sécheresse a augmenté de 63% depuis 20 ans. Quand vous parlez aujourd'hui aux principaux acteurs de la mondialisation du transport maritime, ils vous diront que le coût de l'assèchement récent du canal de Panama, qui est de moins en moins alimenté, a un impact extrêmement fort et immédiat sur le compte de résultat. Et enfin, le coût des assurances, effectivement, certains ont déclaré il y a quelques années, au moment de la COP21, qu'un monde à 2 degrés n'était pas assurable. Nous arrivons aujourd'hui dans un monde qu'il est de plus en plus cher d'assurer, étant donné la fréquence et l'impact des catastrophes naturelles. Oui, et d'ailleurs, la récente publication de l'ACPR sur les stress tests des assurances montre qu'un certain nombre de biens ne seront même plus assurables. Donc, il y a cette nécessité et on voit qu'elle est à la fois stratégique pour les entreprises, économique et aussi réglementaire.
on part de loin si on essaye de mesurer. Alors, c'est évidemment pas la mesure idéale, mais au moins c'est une mesure disponible avec la taxonomie. Hein, la FEP publiait en septembre dernier, donc on est sur les chiffres de 2022 des entreprises, mais elle publiait que dans son échantillon d'une centaine d'entreprises, la moyenne d'alignement à la taxonomie était de 15% sur le chiffre d'affaires, de 20% sur les CAPEX et de 12% sur les OPEX. Donc, on est très loin d'avoir des activités durables si on prend la taxonomie comme, enfin, l'alignement à la taxonomie comme définissant ce qu'est une activité durable. Alors, pour le conseil d'administration, que veut dire ce challenge? Ça veut dire définir une véritable stratégie. Donc, ça n'est pas, c'est vraiment une mission première hein, du conseil d'administration. Il s'agit de définir les activités à développer, celles qui sont à diminuer, à arrêter ou reconvertir, et de fixer des objectifs et surtout des moyens d'atteindre ces objectifs, y compris des moyens financiers. C'est aussi sa responsabilité réglementaire avec CSRD. On ne va pas faire de long développement et CS3D qui va arriver, mais c'est clé. CSRD aujourd'hui impose de présenter des plans de transition. Et les plans de transition sont aussi, pour le conseil d'administration, un outil de gestion des risques économiques, qu'il s'agisse des risques physiques, hein, on a évoqué le coût des assurances, les catastrophes naturelles, les ruptures d'approvisionnement, les évolutions du coût de l'énergie, ou de risques de transition avec un changement des consommations, des changements réglementaires, une pression des investisseurs, on en parlera peut-être un peu plus tard dans ce webinaire. C'est surtout un outil qui permet de rendre la transition opérationnelle en définissant justement les moyens et le budget alloués. Alors, Christian, je vais peut-être vous laisser commenter ce qu'est un plan de transition climatique robuste, car si le Conseil valide un plan de transition, il doit s'assurer qu'il est robuste. Alors, effectivement, quand on parle de transition, c'est-à-dire qu'on a un début, qu'on a une fin et qu'on va planifier des actions entre le début et la fin du plan qu'on exécute. Donc, il y a quelques facteurs clés de succès qu'on constate qui sont vraiment intéressants de bien avoir en tête, et ils sont liés à l'ESRS1, qui est le SRS qui traite du climat dans la CSRD. Le premier sujet, c'est effectivement de se dire quelle réduction ou quelle ambition de réduction on va aller obtenir avec ce plan sur l'ensemble des scopes, l'ensemble des émissions carbone dans un périmètre élargi d'entreprise, scope 1, scope 2, scope 3, et comment on va être en ligne avec les attentes les plus exigeantes pour arriver à la neutralité carbone au niveau planétaire en 2050. Évidemment, s'assurer que l'on parle bien d'un scénario 1,5 degré et non plus 2 degrés, donc le niveau le plus exigeant des connaissances scientifiques du moment pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. La capacité également à planifier passe par le fait d'avoir des objectifs intermédiaires, donc de ne pas se contenter d'un horizon 20, 30, 40 ans, mais de se dire quels sont les points de passage qui vont valider l'atteinte ou non de mes objectifs de décarbonation. Enfin, avoir une utilisation limitée de la compensation carbone. La compensation carbone, c'est vraiment comment on va aller séquestrer du carbone au-delà de sa chaîne de valeur pour arriver à compenser les émissions résiduelles qu'on n'aura pas réussi à réduire. Donc, je dirais que c'est le dernier élément du plan, mais ce n'est pas un élément central. Il faut avoir bien travaillé sur ces réductions avant de pouvoir s'intéresser à la compensation. Et enfin, avoir une approche que je qualifierais un petit peu de 80-20, donc d'aller vraiment travailler sur les secteurs, les parties de son activité qui sont les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Alors, le rôle du conseil d'administration n'est pas d'élaborer le plan de transition, mais c'est bon que les administrateurs gardent à l'esprit ce qui fait qu'un plan de transition est robuste. Et son rôle, on peut le résumer en 3 grands axes. C'est d'abord impulser, challenger et décider, puis communiquer, suivre et optimiser. Et c'est ce dont nous allons discuter avec les éclairages précieux de Karine et Christian ce matin. Alors, d'abord, impulser, il y a d'abord une question d'organisation. Et dans l'organisation, peut-être le premier sujet, c'est quelle est
comment peut-on acquérir la compétence pour juger de la transition qui est nécessaire. Et donc sur ce sujet, je voudrais savoir de votre expérience, où en sont les conseils, comment les membres du conseil peuvent-ils se saisir de ce sujet en pensant que chez Chapter Zero France, il y a à la fois des administrateurs de très grands groupes, mais aussi des administrateurs de plus petites sociétés qui sont peut-être plus focalisés sur une gestion court terme. Évidemment, première chose à faire, c'est aller chez Chapter Zero, hein, évidemment, pour se rencontrer et puis apprendre des experts. Hein, et je dis pas du tout ça en rigolant. Moi, j'ai appris énormément auprès de Chapter Zero et des huis clos notamment. Mon expérience à la fois chez EDF et chez Géodis, c'est déjà d'admettre qu'on ne sait pas. Hein, parce qu'il y a quand même de temps en temps des petits jeux de rôle où tout le monde se dit expert, où tout le monde pense qu'il sait. Et je pense que c'est une courbe qu'on connaît bien, où en fait, moins on connaît, plus on se sent apprenant, et puis plus on apprend et moins on en sait. En fait, hein. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même une source d'humilité qu'il faut accepter, et tant qu'on n'affronte pas ça, on peut éventuellement rester dans un certain nombre de partis pris. Hein. Je ne sais pas, se dire par exemple que la forêt va bien, par exemple, parce qu'il y a plus d'arbres, alors qu'on sait bien qu'on fait des champs d'arbres et pas de la biodiversité et de la captation de carbone. Voilà, donc en fait, il y a de la superficialité et puis il y a vraiment rentrer dans les sujets. Après, on ne peut pas être tous des experts sur tout aussi. Donc nous, ce qu'on a fait chez EDF, notamment, c'est de nommer un référent au sein du conseil d'administration dédié au sujet climat. Et donc, alors en l'occurrence, c'est une femme, elle a ce rôle un peu de faire en sorte que tous les dossiers qui passent en conseil d'administration, on pense aux enjeux climatiques et donc on challenge à chaque dossier le sujet climatique. Donc, ça lui donne une certaine responsabilité et donc, elle-même, du coup, a évidemment un enjeu de compétence sur lequel elle est clairement mobilisée. Chez Géodis, c'est moi, en tant que présidente du comité d'audit, qui est aussi cette double casquette RSE et audit. Et donc, on l'a pris par le biais de la cartographie des risques, évidemment, comme beaucoup de groupes. Voilà, donc on essaye, effectivement, moi, il me semble que c'est important à la fois de former, bien sûr, le conseil, mais aussi d'admettre que tout le monde ne sera pas expert sur tout, et c'est normal. Absolument que cette dimension d'apprentissage est essentielle. En fait, on est sur un sujet qui est très scientifique. On est sur le climat, où on parle de météo, où on parle d'interaction, où on parle de latence entre un impact et ses effets. Et donc, il faut aussi développer, c'est plutôt scientifique, au sein du conseil d'administration et auprès de fonctions qui n'ont pas cette appétence naturelle. Et il n'y a rien de pire que de se dire finalement qu'on n'ose pas ou qu'on ne veut pas apprendre parce que c'est le travail des autres. Non, c'est le travail finalement de l'ensemble des fonctions, de l'ensemble du conseil d'administration. Et je pense que cette humilité, c'est ce qui apporte le plus grand avantage finalement à un conseil qui va mesurer son impact, sa progression au fur et à mesure et qui va aussi capter des signaux faibles. Et moi, j'insiste beaucoup sur ce sujet-là, c'est que le conseil a aussi le rôle d'aller écouter ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, de se confronter à des visions différentes, de se confronter à ce type d'interaction comme tel qu'on les a aujourd'hui avec des gens finalement qui ont des approches, des solutions différentes, des maturités différentes. Et je pense vraiment que les conseils aujourd'hui sont en train de se construire cette culture pour pouvoir prendre les bonnes décisions en restant à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Merci beaucoup. Karine, vous aviez également expliqué que dans certaines circonstances, on peut utiliser aussi le dialogue avec les parties prenantes pour faire levier pour que ce sujet monte au niveau du conseil quand il y a des controverses montantes avec les parties prenantes. En premier lieu, évidemment, les actionnaires. Oui. Peut-être, voilà, l'exemple qu'on a effectivement chez EDF notamment, on a donc mis en place un conseil de parties prenantes comme beaucoup d'entreprises, mais effectivement avec Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, hein, qui sont quand même climatologues, qui sont sur le sujet climat. On a une spécialiste de la biodiversité, on a une spécialiste des droits humains. Donc,
on a en fait regardé l'architecture RSE et on a cherché les expertises qui correspondent à nos enjeux. Ils sont au niveau du président d'EDF. Donc l'idée, c'est de challenger de façon évidemment constructive nos enjeux RSE et aussi, et c'est important, de faire une porosité avec le conseil d'administration. Et donc, la vice-présidente du conseil de parties prenantes est venue au conseil d'administration pour présenter en fait les travaux et pour essayer justement de se dire on peut aussi avoir plus d'impact en meute, si je puis dire, et se dire quels sont les combats finalement qui doivent être regardés de façon similaire. Et donc typiquement le sujet de la sobriété, qui est quand même un sujet qui est complexe pour les entreprises, c'est un sujet qui a été identifié très tôt par le conseil des parties prenantes, bien avant la guerre en Ukraine, bien avant que ça devienne un sujet évidemment majeur pour un groupe comme le nôtre. Ils nous ont mis face à cet enjeu de la sobriété et ça nous a permis aussi de travailler le sujet avec le conseil d'administration. D'accord. Merci beaucoup. Alors, deuxième aspect pour impulser, il faut partir, si on peut dire, avec la bonne direction et on est sur des horizons très longs. Donc, c'est complexe. On ne va pas pouvoir se projeter à 2050 comme on le fait, on va dire, habituellement en projetant à l'infini l'année +5 d'un business plan. Là, c'est une nouveauté, on va dire, avec les plans de transition, c'est l'intérêt de la scénarisation. Alors, de votre expérience, où en sont les entreprises sur cette scénarisation? Quel intérêt particulier voyez-vous? Pourquoi est-ce que vous le recommanderiez particulièrement? Alors moi, je peux que effectivement souscrire à l'idée de développer différentes options, puisque nous sommes sur des horizons qui sont très longs, qui sont souvent au-delà des cycles de gestion habituels d'entreprise. L'entreprise a des cycles de gestion souvent avec une clôture mensuelle, une clôture trimestrielle, un rapport aux actionnaires en cours d'année, une communication au marché financier, à des plans d'investissement qui sont liés au type d'actifs qu'elle veut faire fructifier. Et on se rend compte que quand on parle de climat, on est sur des horizons 20, 30, 40 ans qui vont au-delà finalement des échéances habituelles, sauf vraiment quelques industries particulières. Ce que je souhaite vraiment de donner aussi comme éclairage, c'est au-delà du scénario ou des scénarios qu'on veut développer, c'est de développer la capacité à finalement avoir un pilotage assez fin de l'atteinte du scénario. Nous avons la certitude aujourd'hui qu'il n'y a pas de bons scénarios, il y a des scénarios qui sont plus ou moins justes, plus ou moins profitables, plus ou moins risqués. La question se pose de comment passe-t-on d'un scénario à un autre, comment réagit-on et comment développe-t-on finalement la capacité de l'entreprise à non pas prendre une photo à la fin de la période où tout est 10 ans, mais à savoir en cours de développement de son business plan, en cours de développement de son plan de transition, où elle en est et comment elle doit allouer ses ressources pour atteindre les objectifs qu'elle a fixés. Donc moi, j'insiste vraiment sur la capacité du conseil d'administration à développer cette capacité de suivi, de pilotage en cours de plan et à développer finalement une sorte de jeu de jambes dans le déploiement des ressources selon les différentes priorités que l'entreprise a choisi de donner. Karine, sur les scénarios? Oui, alors je pense que je suis sur deux secteurs très extrêmes là-dessus, effectivement, puisque EDF, la duration de nos actifs fait qu'on n'a pas le choix, puisqu'on a des actifs qui vont entre le développement, la construction, la déconstruction, on est sur 100 ans. Donc, de fait, nous, on a vraiment depuis longtemps eu l'enjeu des scénarios. Alors, pas forcément climatique, donc je pense que c'est là où la difficulté vient, c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé sur des scénarios avec des prix des commodités différentes, des réglementations qui peuvent être positives ou négatives sur la décarbonation. Donc, on travaille sur 4 scénarios. Globalement, tous nos investissements sont pris en fonction de leur capacité à être résilients à ces extrêmes. En revanche, comment ça se traduit par des températures climatiques et des événements climatiques extrêmes. Et là, moi, je vois tout l'intérêt d'avoir récupéré les assurances, c'est que, en fait, c'est l'enjeu aussi de la normalisation versus les extrêmes. Et effectivement, les challenges que nous font les climatologues dans le conseil des parties prenantes, c'est notre capacité à regarder les événements qui sont en dehors de la courbe de Gauss, quoi, et comment ceux-là, on est capable de les traiter. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est des questions de société. Si on parle d'adaptation au changement climatique, on nous dit en France 4 degrés. C'est pas le même service qu'on peut demander à EDF à 4 degrés. Est-ce qu'on doit être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7?
Ou est-ce qu'il y a des moments où on accepte qu'il n'y ait pas d'électricité nucléaire, par exemple, quand il fait trop chaud? C'est pareil pour la SNCF. Est-ce qu'on doit refaire le réseau ou est-ce qu'on se dit on prendra des bus dans les quelques journées qui seront vraiment extrêmes? Donc ça, c'est des questions d'investissement, mais c'est des questions de société aussi. Et donc, ça ne peut pas être qu'une entreprise tout seul qui décide. L'extrême inverse, Geodis, on est sur des cycles très courts sur la logistique. Et donc là, c'est plus l'enjeu de la compétition aussi, c'est-à-dire en quoi prendre des décisions. Typiquement, passer d'une flotte de bateaux de transport maritime décarbonés ou pas, si on se prend le cycle à l'envers, on sort du marché quand même. Et donc, c'est vrai que là, il y a besoin d'agilité, comme a dit Christian, je pense, l'adaptation, en fait, c'est l'adaptabilité. C'est comment on est robuste face à, effectivement, des changements qui peuvent être très rapides et de la compétition, surtout, parce qu'on n'est pas tout seul. Et la scénarisation, c'est finalement ce qui permet aux administrateurs, enfin, le fait de demander un plan de transition scénarisé versus un plan arrêté par le management, c'est aussi ce qui leur permet de bien mesurer les risques des situations extrêmes ou de situations intermédiaires. Donc, effectivement, c'est très utile pour le suivi, mais c'est aussi très utile pour la décision initiale d'impulsion de décision sur un plan. Alors, le troisième aspect pour pouvoir se lancer dans la transition, c'est qu'il faut connaître et réfléchir sur les leviers de décarbonation. Alors, par exemple, Stellantis, comme beaucoup d'entreprises, met en avant l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être Christian en premier, parce que vous aviez une slide, quels sont les leviers de décarbonation les principaux pour vous Oui, alors effectivement, là, j'ai quelques exemples qui viennent de l'agroalimentaire que je connais un peu, mais finalement, l'ordre de grandeur et le type de levier va être un petit peu varié selon les industries, mais on reste sur les mêmes grandes actions. Bon, prenons le cas d'une entreprise qui se dit qu'elle construit son horizon à 10 ans, comme le demande par exemple SBTI. Le premier sujet auquel elle va être confrontée, c'est de se dire quelle va être ma réduction prévue de l'année précédente. Donc ça, elle le mesure, elle a un horizon de temps qui lui permet d'avoir une vision assez claire. Et puis elle a sa croissance. Donc autrement dit, elle sait déjà quel est son plan stratégique, quel est son plan de croissance. Et elle a une croissance de ses émissions liée tout simplement à la croissance de son activité. Donc, la question, c'est comment elle va déconnecter ensuite la croissance de son volume d'affaires par rapport à la croissance de ses émissions. Elle va travailler forcément sur l'évolution de son mix produit. On voit de plus en plus d'entreprises qui commencent à faire des choix radicaux sur leur portefeuille de produits ou leur portefeuille d'activités et refuser d'investir sur les produits ou les activités qui sont les plus émettrices. Et elle va tirer un trait pour arriver à sa vision 2030, sa vision un petit peu long terme, si elle ne met aucune action en œuvre. Ensuite, on a des actions d'amélioration continue. Alors ça, on a vu beaucoup d'actions, notamment dans le domaine de l'énergie depuis quelques années avec la hausse des coûts de l'énergie. Et évidemment, l'énergie la moins carbonée, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, il y a vraiment des plans qu'on constate dans les entreprises sur la sobriété qui ont beaucoup porté leurs fruits depuis quelques années. Ensuite, elle va continuer à travailler sur son portefeuille de produits, mais également sur la conception des produits. Donc, on a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui nous sollicitent sur comment repenser les processus industriels, comment repenser la conception des produits, parce que c'est la conception des produits qui va déterminer les assets de l'entreprise, qui va déterminer les modes de production et de distribution qui sont souvent figés sur une durée assez longue. La grande consommation étant sur des durées forcément courtes, parce que la base d'assets installés est plutôt limitée. D'autres secteurs industriels sont sur des bases d'assets installés évidemment beaucoup plus coûteux et donc beaucoup plus structurants. Et autre exemple dans l'agriculture, on va travailler sur la réduction des facteurs d'émission de l'amont agricole, donc de toutes les commodités issues du vivant avec de nombreuses actions, avec un travail sur la séquestration de carbone dans les sols, avec un travail sur l'utilisation différente d'intrants chimiques, donc je dirais, les spécificités du secteur de l'agriculture. Et quand on regarde sur la partie droite de la page les leviers qui sont mis en œuvre pour atteindre ces différents leviers de décarbonation, bon, évidemment, plus on se rapproche du client final, plus il y a d'attentes et donc plus il y a de pression mise sur l'amont. Donc on voit par exemple ce que font les distributeurs sur les trajectoires à degré 5 qui sont exigées pour être référencés chez eux. On voit de plus en plus de coalitions d'acteurs ou de filières. Donc, on voit l'industrie du cacao, de l'huile de palme, du soja, de l'industrie laitière qui va s'organiser pour partager les bonnes pratiques. Donc, on en revient également à la capacité à comprendre les leviers et à être plus forts ensemble en partageant le savoir-faire et la revue des impacts.
Et on commence à voir également des acteurs qui ont la capacité à vendre plus cher des commodités agricoles qui sont décarbonées. Et je pense qu'on est maintenant dans un monde où on se rapproche d'une valorisation d'une production mieux-disante parce que certains marchés sont capables d'acheter plus cher une production moins carbonée. Karine, vous voulez compléter Oui, ça? peut-être juste ajouter l'enjeu de la réglementation et du lobbying. Je pense qu'un des enjeux quand on est un grand groupe en particulier, c'est qu'un certain nombre des leviers, si on parle évidemment du scope 3, hein, des émissions indirectes, ne sont pas forcément à notre main. En revanche, nos parties prenantes attendent que nous fassions du plaidoyer pour faire advenir ces réglementations. Et donc, si je prends l'exemple pour nous, la réglementation thermique des bâtiments, pendant longtemps, était en faveur du gaz. Donc, dans ce cadre-là, on ne pouvait pas décarboner le scope 3 lié au bâtiment. On a fait énormément de plaidoyer pour changer cette réglementation thermique, donc qui a changé. Alors, ça a pris du temps, hein, elle a changé en 2020. Et donc, aujourd'hui, elle est favorable à l'électricité. Donc, voilà, donc c'est aussi ça, je pense, qui est important. C'est à la fois ce qui est dans notre chaîne de valeur. Donc, nous, évidemment, ça va être fermer des centrales thermiques, hein, typiquement, mais aussi comment on fait advenir des réglementations positives pour faire que ces leviers de décarbonation deviennent compétitifs. Merci beaucoup. Et vous faites la transition avec la suite, puisque pour le conseil, donc le deuxième grand rôle qu'on va impulser, c'est challenger pour décider. Il faut déjà arrêter un plan de transition avant la troisième partie, le communiquer, suivre, l'optimiser. Dans les aspects de challenge, il y a ce premier aspect du périmètre. Je ne l'ai pas mis là, mais qui était vraiment de dire le scope 3, ça représente, selon le World Resources Institute, 75% des émissions totales de gaz à effet de serre des entreprises. Donc, on ne peut pas ignorer le scope 3. Et donc là, le conseil d'administration se retrouve en face d'un périmètre qui n'est pas le périmètre consolidé qu'il connaît habituellement. Et les entreprises témoignent que les actions sur la réduction du scope 3, qui est pourtant massif, ne sont pas simples. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, Christian a déjà évoqué quelques éléments de construction par filière. Que pensez-vous de ces actions sur le scope 3 et la possibilité de construire En fait, déjà, je trouve que donc le scope 3 chez EDF, c'est 80%, chez Geodis, c'est 92%. Donc, effectivement, c'est vraiment l'éléphant au milieu du couloir. Je pense qu'il faut déjà être clair sur le fait d'assumer que le scope 3 ne sert pas à compter le CO2 sur la planète, hein, que c'est bien, on assume, qu'il y ait du double et du triple comptage, mais que c'est un enjeu stratégique. Et donc, effectivement, si on se dit que demain, il n'y a plus de véhicules thermiques, c'est un problème de ne pas avoir anticipé cette rupture-là. Donc, on voit bien que c'est bien un enjeu de conseil d'administration, c'est une évidence pour moi. Sauf que quand on ne le mesurait pas, on ne s'en rendait pas compte. Donc déjà, le premier réveil, c'est mesurer son scope 3. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas encore. Et pour aussi certaines bonnes raisons. On a une marge d'erreur qui est de 100%, hein, globalement, parce qu'on prend des facteurs monétaires, etc. Donc, on sait très bien, là aussi, restons humbles, on sait très bien qu'il y a des gros sujets autour du scope 3. Mais une fois qu'on a accepté un certain nombre d'incertitudes, etc., ça permet clairement, et ça, c'est ce qu'a dit Christian, de se mobiliser en filière, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne résout pas le problème seul, c'est impossible. Et donc, ça oblige à travailler avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec le réglementaire, la standardisation, etc. Et donc, je trouve que c'est une émulation positive. Et donc, c'est pas tout le temps dans les entreprises qu'on a cette émulation positive de travailler ensemble. Et voilà, donc moi, je le vois comme quelque chose de positif de ce point de vue-là. Après, moi, personnellement, chez EDF, dans les 80% de mon scope 3, presque 60%, c'est les ventes de gaz. Et donc là, on va rentrer effectivement dans les sujets aussi, à la fois technologiques, bien sûr, mais surtout de conflits des usages. Et là aussi, on revient à des sujets qui sont des sujets quand même démocratiques. C'est-à-dire que ce qui marche dans un fichier Excel ne marche pas dans la vraie vie, hein. Et donc, le sujet, par exemple, du biogaz, de la biomasse, on voit bien que c'est des sujets qui sont hyper complexes. Et donc là encore, le challenge, bien sûr, le conseil d'administration peut le faire. En revanche, c'est des sujets qui demandent vraiment une ouverture beaucoup plus large au niveau des parties prenantes
pour essayer de se dire, bah, la biomasse, est-ce qu'elle est mieux pour l'avion vert? Est-ce qu'elle est mieux pour manger? Est-ce qu'elle est mieux pour les centrales électriques? Et là, encore une fois, ça peut pas être qu'une vision d'entreprise seule. Et je voudrais revenir sur un point qu'a abordé Karine, c'est qu'en fait, on parle de collaboration et on parle de revue stratégique du mode de collaboration de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes, que ce soit en amont ou en aval. Donc, en fait, le conseil d'administration a un rôle également pour se dire quelle est déjà la cartographie des différents acteurs de ma filière, avec qui j'ai plus de facilité ou non à collaborer, qui peut m'apporter plus ou moins dans la résolution de mes problèmes. Et finalement, au-delà du climat, on est en train de développer des avantages compétitifs. Et moi, j'insiste vraiment sur ce point qui est que on parle du climat comme un élément de risque, un élément de tension. Comment peut-on en parler en conseil d'administration comme un élément qui va nous permettre de développer la résilience de l'entreprise dans le futur et donc des avantages compétitifs en collaborant différemment? Et les entreprises les plus avancées aujourd'hui, celles qui trouvent des solutions innovantes, sont celles qui ont fait ce travail-là et qui ont eu une approche non pas du sujet comme étant un problème en plus à résoudre, mais comme étant partie intégrante de leur stratégie, des points de tension qu'elles ont avec leur écosystème et finalement de la solution qu'elles veulent construire. Alors, on revient sur un sujet plus, entre guillemets, technique, hein, celui des, tout simplement, mais ce n'est pas simple, des horizons, parce qu'évidemment, plus on prend des horizons courts, plus on mobilise, hein, on mobilise vers la transition. En revanche, sur des horizons courts, c'est difficile hein, de tabler sur des énergies alternatives qui sont soit pas disponibles ou pas disponibles en quantité suffisante aujourd'hui, des technologies qu'on ne connaît pas encore, ou qui ne sont pas encore rentables. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de communication sur des horizons 2050 et 2035. Et quel est votre avis sur les horizons intermédiaires pertinents et sur les horizons intermédiaires requis? Alors, bah, je pense quand même que avoir des objectifs court, moyen terme, long terme, ça permet quand même d'éviter le greenwashing, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une énorme période d'annonce d'engagement de neutralité carbone avec effectivement aucune vision de quelles étaient la réalité derrière, les moyens alloués, etc. Donc, c'est quand même un risque systémique si on ne rentre pas dans cette planification. Donc, je pense que c'est quand même un élément clé de crédibilité pour l'ensemble du système. Donc, évidemment, pour moi, il faut absolument créer ce lien entre le court, le moyen et le long terme. Donc, nous, d'autant plus dans une vision intégrée finance RSE, on part du plan moyen terme, donc 3-5 ans, et puis ensuite, on déroule 2030, 35, 40, 45, 50. Donc ça, c'est d'ailleurs les recommandations qui sont faites hein, globalement aujourd'hui sur les standards, et c'est les attentes des parties prenantes. En revanche, c'est vrai qu'on a des domaines d'incertitude, voire des incohérences. Si je prends SBTI, SBTI n'autorise pas aujourd'hui le secteur électrique de vendre du gaz à partir de 2040, alors que les autres secteurs labellisés par SBTI utilisent du gaz jusqu'en 2050. Ou en 2048 ou 49 parce qu'on considère qu'ils n'ont pas la maturité technologique avant. Et on se dit, ah bah tiens, c'est marrant, qui c'est qui va leur fournir le gaz? Bon, là, personne n'est là pour répondre. Bon, donc voilà, donc ça existe, c'est une réalité aussi dans le système. Donc je pense qu'il faut qu'on ait, encore une fois, hein, j'insiste toujours sur cette notion d'humilité, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses qu'on connaît, et donc typiquement, dans le secteur de l'énergie, on connaît quand même ce qui est décarboné et compétitif aujourd'hui. Évidemment, il y a encore des choses sur lesquelles la capture du carbone, effectivement, il y a un certain nombre de technologies qui sont un peu moins matures, mais on peut déjà faire beaucoup avec ce qui existe déjà, et notamment en faisant de la sobriété quand même, hein. Et après, si je prends sur Géodis, pour le coup, il y a des vrais sujets de technologie, hein, si on parle de l'électrique dans les flottes de camions, qui n'est pas là. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a des déceptions par rapport aux hypothèses qui avaient été prises parce qu'on n'a pas la technologie qui est encore là pour répondre à la demande. Donc il faut encore une fois, on en revient au sujet des scénarios, mais ça ne doit pas dédouaner quand même de faire le lien entre les moyens alloués et les objectifs. Oui, oui, cette question de l'horizon des objectifs. Ah ben, effectivement, on a des horizons différents et qui vont être partiellement contradictoires parce qu'on va se rendre compte qu'on n'arrive pas à atteindre exactement ce qu'on voulait au moment où on le souhaitait. Moi, j'ai envie de rappeler que c'est juste la vraie vie, l'activité d'une entreprise. On fait des plans et on se rend compte que les plans,
en les développant, ne sont pas exactement tels qu'on les souhaitait, parce qu'un concurrent réagit différemment, parce qu'une réglementation évolue, parce qu'on n'a pas été capable de faire aussi vite que ce qu'on voulait. Et moi, j'insiste beaucoup sur la capacité à savoir allouer ses ressources. Donc, comment on a un plan et comment on le visite et comment on le met à jour année après année, et comment on met en face de ce plan et des objectifs à atteindre, finalement, des ressources humaines et financières de l'entreprise qui vont prendre du temps. Prendre du temps non seulement à réserver, à mobiliser, à faire grandir. On parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'innovation depuis quelques minutes. Parlons aussi beaucoup d'humains. On a aussi un vrai enjeu sur les compétences à construire, sur la capacité à les faire grandir au plus haut niveau de l'entreprise pour que les enjeux climatiques soient intégrés dans la feuille de route d'une direction générale et d'un conseil d'administration. Donc, ayons en tête la capacité, oui, à planifier court terme, moyen terme, long terme, comme on le fait sur d'autres enjeux, mais également à piloter entre ces échéances les différentes ressources de l'entreprise dans le sens des objectifs. Oui, et sur les moyens, effectivement, rester aussi cohérent avec l'ensemble des objectifs de l'entreprise, ces objectifs financiers est très important et pas toujours facile. Vous avez connu des challenges sur ce sujet. Enfin, c'est aussi le débat euh, investissement dans la transition versus dividende. Oui, alors c'est vrai que l'exemple du rapport d'Oxfam qui est sorti récemment, CAC 40 degrés, est assez édifiant là-dessus, avec 4 fois plus de distribution de dividendes et de rachat d'actions que d'investissement dans la transition, en tout cas dans la définition de la taxonomie, hein. Donc évidemment, ça pose question, je pense, pour nos parties prenantes, ça c'est une évidence. Alors, c'est vrai que le sujet des compétences est vraiment intéressant parce que en fait, il faut pas se piquer les compétences chez les autres. C'est-à-dire, il faut grossir le gâteau et pas juste bouger entre nous. Et donc, on est quand même sur le même type de compétences dans beaucoup d'industries. Et donc, c'est comment on organise en fait cette gestion voilà, des emplois et des compétences. Donc, là aussi, très intéressant en termes de mobilisation entre les entreprises. Si je prends l'exemple, bon, c'est un peu anecdotique, mais à peine, pendant la crise Covid, EDF a récupéré des salariés de l'aéronautique. Donc voilà, donc il y a aussi cette capacité à se dire, ah, bah, il y a des industries qui peuvent être en décroissance à certains moments et d'autres en plus grande croissance, et comment on crée en fait cette transversalité, parce qu'on va chercher des techniciens, on va chercher des ingénieurs mécaniciens, etc. On va être sur des compétences, et donc on a travaillé énormément sur les systèmes énergétiques nouveaux, hein. Donc il y a une filière en France, on a la chance quand même d'avoir des filières en France très organisées, où on définit de la même façon, en fait, les compétences. C'est un peu comme la taxonomie, mais pour les compétences. Et ça va permettre, du coup, de créer ces ponts. Et donc, entre l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, etc. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir faire, effectivement, cette planification. Oui, oui, c'est sur les moyens. Christian, vous voulez, bon, tous les rapports, et puis nous-mêmes, quand on lit ce qui est publié, c'est le point un petit peu faible des publications des entreprises françaises par rapport, on va dire, à la marche CSRD, CRS. C'est aussi votre perception, Christian? Bah, écoutez, je pense que les premiers rapports qu'on va commencer à lire sont intéressants, parce qu'en fait, l'intention de la CSRD, c'est avant tout de permettre la comparabilité entre les entreprises. Et pour moi, les actionnaires seront tout à fait dans le rôle d'attendre une grande transparence et donc une grande lisibilité des plans de transition des entreprises, et surtout et aussi des moyens qui sont réservés pour les atteindre par le conseil d'administration et le COMEX, le conseil d'administration en représentant l'intérêt des actionnaires. Donc moi, j'invite les personnes qui sont aujourd'hui autour de la table et des écrans à regarder avec attention ce qui va être publié et de se mettre dans la peau de celui ou celle qui doit se dire, est-ce que c'est le bon plan pour mon avenir? Pour mon avenir en tant qu'actionnaire, parce qu'est-ce que je pense que c'est le plan qui va faire grandir la résilience de l'entreprise et rendre l'entreprise plus forte par rapport aux défis à venir, et également en tant que partie prenante en général de la société, est-ce que les solutions qui me sont identifiées là, qui me sont proposées, me semblent être les bonnes en termes d'impact et en termes
je dirais, de capacité sincère en réalisation. Jusqu'à présent, on était dans une logique très volontaire. Les entreprises affichaient leurs plans et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait toujours une logique de préservation d'image ou de valorisation d'image derrière certains plans qui ont été présentés. On rentre aujourd'hui dans une logique réglementaire où la comparabilité induite, et notamment sur les moyens engagés, permettra de s'assurer vraiment de la robustesse des plans qui sont partagés. Oui, les moyens, c'est la crédibilité d'un plan parce que annoncer un objectif sans avoir de plan de financement, c'est une difficulté. Alors, dernier point, on va peut-être reprendre, vous avez peut-être présenté ce slide, Christian, mais je voulais qu'on évoque rapidement, parce qu'on pourrait faire un webinaire entier sur le sujet, hein, le sujet des compensations. Et déjà, en premier lieu, pour un administrateur se poser la question, quel est votre avis, Christian, Karine, sur le fait que c'est vraiment le rôle du conseil, au-delà des équipes qui préparent les choses, que de fixer un cap, de fixer une limite aux compensations et de s'intéresser à ces compensations dans leur nature, dans leur volume, dans leur maîtrise aussi, de façon importante. Puisque, bon, on voit notamment, bon, vous avez cité les forêts, c'est vrai que le débat monte beaucoup sur le fait que des gens achètent des compensations qui, in fine, ne s'avèrent pas effectives. Euh, Alors, bon, comme tous ces sujets, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est très complexe et ça demande, ce que disait Christian, de rentrer en profondeur quand même sur ce que ça veut dire la compensation. Alors déjà, le mot compensation en lui-même est très connoté, donc nous, on parle de contribution carbone chez EDF, parce que compensation, il y a un petit côté doléance, je paye pour continuer à faire le business as usual. Alors que je pense qu'il y a quand même une volonté, en tout cas nous, on a une volonté de faire en sorte, encore une fois, la compensation, on est dans un monde SBTI, donc on est actuel, parce qu'il y a une consultation en cours, mais dans le monde actuel, c'est du résiduel et c'est limité à 5 à 10%. Donc on est vraiment, nous, dans ce cadre-là. En revanche, on trouve que développer des projets de séquestration carbone, notamment autour de nos actifs, avec des co-bénéfices d'adaptation au changement climatique ou de biodiversité, c'est positif, c'est motivant pour les équipes et ça se voit assez vite quand on protège la nature. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que tout n'est pas des projets à 5 $ dans des pays émergents où la forêt brûle le lendemain, heureusement. Donc, il y a besoin de nettoyer un petit peu, comme dans tous ces sujets où il y a eu une forte croissance, on a un backlash et ça va revenir. C'est pareil pour les crédits biodiversité qui commencent à être regardés. Il y a vraiment besoin de développer des projets dans des pays sur des projets qui sont très positifs pour l'adaptation au changement climatique et la biodiversité. En revanche, il faut que le sous-jacent, ça soit déjà la réduction absolue des émissions et le fait qu'on puisse montrer qu'on change les modèles d'affaires. S'il n'y a pas ces deux sous-jacents-là, pour moi, on ne peut pas justifier de faire des compensations par ailleurs. Il faut déjà que ce socle-là soit crédible. Et effectivement, les équipes de loi sont de plus en plus consultées sur quelle est la bonne stratégie de compensation. Pourquoi? Parce que les entreprises ont plus ou moins avancé leur plan de transition et leur plan de décarbonation, comme le disait Karine, avec des efforts plus ou moins forts sur la réduction, et se disent que l'étape suivante, c'est d'imaginer quel va être l'impact opérationnel et également financier dans une nouvelle stratégie de compensation qui doit être mise à jour sur la base de leur plan de transition. Et elles se rendent compte finalement qu'on est sur un marché qui n'est pas très mûr, avec des qualités de crédit carbone, des qualités de projets très hétérogènes, sur un marché qui est soumis à controverse. On l'a vu récemment avec différents acteurs qui ont été finalement très exposés en termes de réputation, en termes de gains financiers sur des politiques ou des exécutions de projets qui ont prêté à controverse. Et finalement, les entreprises se disent, mais que doit-on faire pour sécuriser un volume à un certain prix avec le niveau de qualité que j'accepte en fonction de mon ambition en tant qu'entreprise? Et on a beaucoup de sujets en cours sur quelle est la bonne façon d'aller chercher les crédits carbone. Les entreprises se posent la question, est-ce qu'elles doivent acheter des terrains? Est-ce qu'elles doivent planter des arbres derrière leur usine? Est-ce qu'elles doivent acheter sur étagère à des intermédiaires
dont on montre finalement que la traçabilité n'est pas celle qu'on souhaiterait, ou est-ce qu'elles doivent monter des fonds avec des financiers ou avec d'autres entreprises s'allier à d'autres pour finalement maîtriser la chaîne de valeur du crédit carbone et s'affranchir de tous les mécanismes de prix et de demande qui vont avoir un impact sur le prix ou la qualité. Donc vraiment beaucoup de réflexions sur le sujet. On est sur un marché qui n'est pas encore très mûr et sur lequel les entreprises commencent à réfléchir pour prendre position. Voilà, c'est un point important dans les plans de transition. J'accélère un peu parce que pour rentrer dans le timing et aborder, même si on le fait très rapidement, la question de communiquer, suivre, optimiser un plan, on l'a déjà pas mal abordé sur le fait que le suivi est très important. On n'est pas dans un plan qu'on établit one shot et ensuite c'est un petit peu comme quand on se donne un objectif financier, on ne l'oublie pas en cours de route, donc il faut le suivre. Vous allez nous témoigner un petit peu à quelles échéances, selon vous, c'est important de suivre, compte tenu du fait qu'on est sur des temps longs, mais qu'il faut quand même les réalisations courtes. Et puis, mais pour que ce soit évidemment réalisé, il faut aussi ne pas oublier d'embarquer les équipes. Alors évidemment, la rémunération des dirigeants, qu'elle ne soit pas à côté de ses objectifs, avec la question de l'aligner sur les objectifs de réduction brute des émissions et s'assurer aussi au niveau du conseil que le management a bien cascadé l'alignement des critères de rémunération variable sur les éléments clés du plan de transition, parce que c'est un facteur clé aussi de succès. On ne peut pas demander à des commerciaux de changer de produit si leur prime reste basée sur les anciens, pour ne citer que cet exemple. Alors, que diriez-vous que voulez-vous témoigner sur ce dernier sujet? Peut-être une tendance de fond que j'observe sur les trois éléments qui s'affichent à l'écran, c'est une forme de rapprochement finalement des pratiques de pilotage extra-financier avec les pratiques financières. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus vers une forme de revue critique externe du plan, que ce soit via une démarche volontaire type SBTI ou une démarche réglementaire type le SRSE1 qui impose aux entreprises de déclarer les éléments constitutifs de leur plan et les moyens réservés pour les retenir. Une logique de suivi où de plus en plus d'entreprises publient un atterrissage carbone intermédiaire avant de publier leur atterrissage annuel dans une logique d'anticipation du résultat, de communication à la communauté financière et extra-financière du résultat. Et dans les critères de rémunération, ce que j'observe de plus en plus chez les entreprises, c'est on est sorti d'une époque où le management était objectivé sur l'atteinte d'un certain seuil, d'une certaine performance au CDP, chez Vigeo, chez Sonalytics, où finalement le secteur financier et les actionnaires souhaitaient avoir un tiers qui avait une vision très experte et très large de la performance extra-financière et climat. On passe à un moment où les conseils d'administration et les instituts de financement de l'économie sont de plus en plus exigeants sur l'atteinte, année après année, d'un pourcentage de décroissance de l'empreinte carbone. Et je pense que dans le critère de rémunération, ce qu'on va de plus en plus voir apparaître, c'est vraiment de la même façon qu'on va voir un facteur de croissance du chiffre d'affaires ou de la marge ou du cash flow, on verra finalement le critère climat ou carbone s'afficher comme un pourcentage de réussite plutôt que comme une vision par un tiers très multicritère. Je pense que le critère de décarbonation va devenir central parce qu'il est de plus en plus transparent. Je n'ai rien à rajouter de cette question. Je suis tout à fait d'accord. Donc, après les warnings, on risque d'avoir des éco-warnings. Alors, c'est peut-être l'heure de la conclusion pour tenir un petit peu le timing. Et dans l'attente, vous pouvez bien sûr poser des questions sur le chat où on pourra prolonger un petit peu pour répondre si vous avez des questions. Donc, en conclusion, pour vous, est-ce qu'un plan de transition, ça peut aider vis-à-vis des parties prenantes? Quelles opportunités est-ce que ça permet de saisir? Parce qu'on a beaucoup parlé de toutes les règles, de tous les pièges, de tous les éléments pour le challenger du point de vue du conseil d'administration, mais qu'est-ce que ça peut apporter de positif? Je pense que, comme disait Christian, je pense qu'il faut le voir comme un sujet d'opportunité business aussi, en fait. C'est-à-dire que en regardant concrètement où on en est dans cette transition, on va devoir identifier ce qui va nous différencier et ce qui va pérenniser notre activité. Et donc, je pense que ça va permettre, encore une fois, de peut-être supprimer aussi une partie du greenwashing et la frustration qu'avaient sûrement un certain nombre de nos dirigeants de se dire mais à quoi ça sert tout ça
puisque ça n'est pas valorisé. Et pour moi, en tout cas, le nerf de la guerre, ça va être quand même ça, c'est-à-dire est-ce que en étant effectivement post-CSRD dans un monde où on va reporter de façon standardisée et transparente, est-ce qu'on va avoir un vrai gain, notamment de financement, puisque moi j'ai quand même 55 milliards de dettes obligataires, hein, donc demain j'aimerais appel aux financiers qu'il y ait une vraie différence dans mon financement par rapport à des entreprises moins disantes. Parce que c'est un cercle vertueux si on fait ça. Et aujourd'hui, c'est pas si simple de faire ce lien entre la mieux-disance d'un point de vue RSE et les conditions de financement. Oui, oui. Et je dirais la même façon pour les entreprises les moins engagées ou les moins avancées. Nous venons de discuter finalement d'anticipation des risques, de réservation de capacité de financement, d'investissement sur les talents, d'innovation. Je n'y vois que des opportunités de création de valeur. Merci beaucoup. Voilà, donc tu vas faire sans doute aux éditeurs et les engager vers ces plans de transition qui sont effectivement un exercice délicat. C'est requis certes par CSRD, mais quand bien même CSRD s'assouplirait, enfin parfois on dit le Green Deal pourrait être menacé, le climat va continuer d'évoluer. Donc les risques économiques sous-jacents qu'on a mentionnés et les risques de transition sont là, indépendamment de la réglementation, et je crois que c'est ça qu'il faut bien garder en tête. J'ai deux petites questions sur le chat. Donc la première, c'est d'après votre expérience, d'après ce que vous observez, est-ce que les conseils y sont dans une notation de 1 à 10? Donc ça, c'est la première. Je vais poser les deux, comme ça vous répondrez. Et Karine, vous êtes une administratrice particulièrement experte dans la matière. Pour ceux qui ne le seraient pas, il y en a certainement très très peu qui sont à votre niveau. Quel est votre conseil? Alors, sur le niveau des conseils d'administration, bon, dans les deux où je suis, la partie climat est très élevée. En revanche, la partie limite planétaire est encore à découvrir hein, sur certains aspects. L'eau a été un élément très fort en 2022, donc ça a réveillé beaucoup de choses. Mais voilà, le canal de Panama, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire finalement la vision économiste pure, orthodoxe, de dire la rareté va se gérer avec, on trouvera un ajustement par les prix ou par autre chose. Bon, bah, à un moment donné, il n'y a plus d'eau dans le canal, il n'y a rien qui passe, quoi. Donc voilà, donc je trouve que la réalité clinique et le Rhin, exactement au moment où les centrales allemandes voulaient du charbon, elles n'en avaient pas non plus. Donc oui, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'ouvrir les sujets systémiques. Et c'est difficile quand même, hein, honnêtement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a un backlash aujourd'hui sur la RSE, le Green Deal, etc. C'est qu'il y a énormément de choses qui arrivent au même moment. Et la capacité à gérer le systémique, et donc mon conseil derrière, c'est ça aussi, c'est-à-dire comment on travaille sur la pensée systémique en fait. Parce que c'est une chose d'apprendre, c'est une chose de faire les liens et les priorisations et les compromis efficients. Et en fait, nous, dans l'énergie, typiquement, il n'y a aucun projet qui est bon sur tout. Et donc, on peut faire de la neutralité carbone mauvaise pour la nature, mauvaise pour les droits des populations. Et donc, à quel moment on accepte ces compromis efficients? Et ça demande d'avoir une pensée systémique et je trouve qu'on ne l'enseigne pas beaucoup hein, dans les écoles, par ailleurs. Donc, voilà, donc moi, j'essaye de travailler là-dessus. Et sur la prospective, on a beaucoup parlé de scénarii. Je pense que la prospective aussi, et donc moi, je conseillerais à tous ceux qui ont la capacité de travailler sur de la prospective. Nous, on essaye vraiment voilà, être humain en 2050, par exemple. C'est un rapport qu'a fait Futurible, qui s'appelle Vigie, et qui se projette dans des univers très différents du lien entre l'homme et la nature en 2050. Et c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc ouvrir ses chakras aussi sur la prospective. Et en fait, ce que dit Karine, finalement, c'est de rappeler les conseils à leur rôle initial, qui est de représenter les actionnaires, certes, mais dans la capacité à développer la valeur de l'entreprise sur le long terme, qui est vraiment l'horizon qui leur appartient. Et le sujet climat ne peut que nous appeler à définir des options, définir des scénarios, définir ce que l'entreprise va jouer comme rôle dans son avenir et aujourd'hui dans son écosystème. Donc, je pense finalement que nous sommes sur le rôle initial du conseil d'administration, que le climat nous appelle à jouer encore plus fortement.
Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire que va vous adresser Chapter Zero France. Bon appétit à cette heure-ci. Voilà, le prochain webinaire de Chapter Zero France se tiendra le 4 juillet et il traitera du sujet du conseil d'administration et des parties prenantes. Et puis, Chapter Zero travaille pour la rentrée à un huis clos sur la posture. Voilà, bon appétit à tous. Merci de votre Merci attention. beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Au revoir. merci Karine, merci Christophe. Merci. Merci.